Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio France 24 YouTube. Nous sommes au Forum d'Avignon, un forum qui réunit des personnalités du monde politique, économique, culturel et des nouvelles technologies. Ici, on réfléchit à la façon dont les nouvelles technologies, l'impact qu'elles peuvent avoir en tout cas sur le monde de la culture, sur l'accès à la culture. Et mon invité est le vice-président du Forum d'Avignon, Axel Ganx, qui est également membre du conseil de surveillance, non pardon, membre du conseil d'administration, ou je me trompe de surveillance de Bertelsmann, et puis grand patron de presse, on vous connaît très bien. Ça fait donc la 3e année que ce forum d'Avignon a lieu ici dans ces murs. Quel est en fait votre sentiment cette année par rapport aux années précédentes? Nous trouvons que cette 3e édition a fait un bond énorme en avant encore en qualité. Déjà, les 2 premières éditions étaient très intéressantes, très bonnes, mais là, on sent on va vers une certaine maturité. Ce matin, j'ai vu des discussions vraiment de très haut niveau et très intéressants, en même temps très vivants. Je dirais presque, en ce qui concerne la matière, un petit peu entertaining, hein, donc très divertissant, un plaisir à écouter. Alors vous avez travaillé en particulier sur un dossier sur l'attractivité de la France dans le domaine culturel. Quel est un peu le message que vous voulez faire passer cette année au Forum d'Avignon? Moi j'ai accompagné un dossier qui s'occupe de l'attractivité culturelle d'une région ou d'une métropole comme condition préalable avec son développement. Ça veut dire univers fiscal, univers environnemental, oui, tout court. Hein. C'est-à-dire, on a vu ça avec des exemples comme Bilbao, Liverpool, etc. Comme la politique culturelle peut complètement changer l'économie d'une région ou d'un pays. Il y a aussi les gens de Ruhr 2010, un grand projet en Allemagne qui font partie du débat. Et l'Institut INEOM a fait une grande étude pour nous, portant sur 47 villes en 2 années, parce que déjà l'année dernière, on avait présenté cette étude, et là, on l'a complétée, en incluant d'ailleurs aussi Avignon, avec des chiffres et un constat très très intéressant. On peut maintenant vraiment prouver avec une très forte probabilité qu'il y a une corrélation entre le développement culturel d'une région ou d'une ville et son développement économique. Alors, la France est-elle suffisamment attractive? Ah, certainement. La France est un des pays. Là, on n'a pas analysé les pays, on parle des villes. Des villes, hein. Mais par exemple, il y a une étude pour Paris. Paris a des atouts considérables. C'est d'ailleurs la ville avec le plus d'attractions culturelles. Si on prend le tourisme, bien sûr, le tourisme n'est qu'un aspect, mais c'est très, très, très intéressant et très concluant. Parce qu'après, du point de vue du marché de l'art, Paris n'arrive pas tout de même à rivaliser avec Londres ou New York encore. Oui, mais ça, c'est un aspect. On ne parle pas de ça. Par exemple, ce qui est très important, c'est par exemple la situation universitaire. On peut carrément dire que là où il y a des universités importantes ou un grand nombre d'étudiants, c'est là où il y a le terrain pour créer des emplois, parce que le savoir-faire s'y trouve. Donc il y a un lien entre les deux. Donc vous êtes un homme de presse. Comment est-ce que le modèle de la presse doit-il évoluer aujourd'hui avec les nouvelles technologies? C'est vrai que Rupert Murdoch parlait de donner, en tout cas de faire payer les sites internet de l'information. Que pensez-vous de cette idée? Comment faire perpétrer en fait la presse? Bien sûr, le grand problème, c'est comment se débarrasser, pour le dire un petit peu simplement, de la gratuité. Malheureusement, la gratuité au début de l'Internet s'est installée et aujourd'hui, on sait, pour faire simple, on ne peut pas créer des bons contenus sans gagner de l'argent, sans faire payer. Et de l'autre côté, si les médias veulent survivre dans leur domaine, il faut justement, c'est valable pour les quotidiens, pour les magazines, mais même pour l'Internet, même pour certaines apps, il faut les faire payer parce que l'information en tant que telle, c'est banalisé. Et si on veut se distinguer pour attirer le lecteur ou le consommateur tout court, il faut créer des contenus de valeur et ça coûte de l'argent. Et donc tout le monde est à la recherche aujourd'hui d'un modèle économique pour faire payer les gens.
La publicité ne suffit pas, en tout cas. Non, la publicité ne suffit plus parce que bon, elle est répartie entre tant de médias que partout elle a diminué un petit peu. Elle ne reviendra plus au niveau avant crise parce qu'il y a une autre configuration aujourd'hui. Donc, il faut que pour des contenus, le consommateur contribue. Et ça, ça va se faire, j'en suis assez convaincu, mais c'est un processus qui va durer longtemps et je pense que tout le monde est aujourd'hui en train de prendre conscience de cela. Est-ce que ça ne signifie pas non plus que le consommateur, du coup, en payant un site en ligne, eh bien, ne paiera plus son journal au kiosque? Non, c'est pas, la presse va toujours exister. Mais bien sûr, les tirages ont baissé ces dernières années et je pense ça ne va pas s'arrêter encore. Et à ce moment-là, bien sûr, se pose un jour la question pour un journal, où est le seuil critique pour mes coûts de production. Parce qu'évidemment, si vous imprimez un journal à 300 000, ce n'est pas la même chose à 100 000. Donc, il faut que le consommateur contribue. Merci beaucoup, Axel Ganx. Je vous en prie.